J'ai l'impression en fait que ce nom-là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de la perquisition dans les locaux du Rassemblement National. On va parler de cette question qui est en train d'agiter un peu les plateaux, surtout le plateau de BFM et de CNews. Est-ce que l'islamo-gauchisme existe? Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où mardi je vous ai sorti une vidéo sur Marseille. N'hésitez pas à aller la voir. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer par une triste nouvelle. L'humoriste Bunaimin est décédé aujourd'hui à l'âge de 43 ans. Il est décédé après une chute mortelle du 8e étage d'un immeuble dans le 17e arrondissement de Paris. Dans un premier temps, les circonstances de sa mort restaient incertaines, laissant planer le doute entre l'accident et le suicide. Il est vrai que Bunaimin avait parlé plusieurs fois de ses problèmes de santé mentale, mais en réalité, ce serait un terrible accident. D'après les derniers éléments, il a essayé de récupérer son téléphone, tombé dans une gouttière de son balcon, et en tentant de le récupérer, il a glissé et fait une chute mortelle. Bunaimin, c'est un humoriste que j'aimais beaucoup. J'ai cherché une vidéo pour lui rendre hommage, et je crois que j'ai trouvé. Oui, bonjour. En fait, à chaque fois, vous parlez de changer, changer tous ensemble, etc. et tout. Et moi, j'ai l'impression que les politiciens, vous tous, vous en battez les couilles, en fait. Quoi? Non, mais... J'en ai pas de couilles, donc... Non, ce que je veux dire, c'est que... moi, je m'appelle Bunaimin, comme vous le voyez, je suis d'origine bordelaise, et il y a plein de gens qui viennent me voir et me disant mais t'es chinois, tu peux pas parler de la démocratie en France comme ça, et je suis pas chinois, je suis d'origine chinoise. Je suis français, j'ai le droit de vote. Et aujourd'hui, la démocratie, moi, l'étymologie de la démocratie, c'est pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas le pouvoir, en fait. Moi, je suis un citoyen français. Tout le monde me dit, mais en Chine, vous n'avez pas le droit de vote. En France, on est mort pour avoir le droit de vote. Mais en Chine, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont 1,4 milliard. Le temps de compter toutes les voix, il y a un nouveau président, vraiment. Et puis ils ont légalisé le deuxième enfant il y a 3 mois, là. Ils doivent être 4-5 milliards aujourd'hui. C'est juste que ils savent qu'ils sont dans une dictature. Dans une dictature, c'est ferme ta gueule. Et aujourd'hui, dans la démocratie française, en fait, j'ai l'impression que c'est parle toujours, mon huc est malade. Parle à mon cul, il y a un écho de ouf. Non, mais moi, je vous dis ça parce que on parle de l'Europe. Il y a 10 ans, moi, la dernière fois que je suis allé voter, c'était en 2005. C'était un référendum, là. On nous a tous demandé oui ou non. C'était une question simple. Oui ou non, on change la Constitution. Moi, je me suis levé un dimanche, je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne. Et 54,8% de la population, on a dit non, et on est allé quand même. J'ai l'impression, en fait, que ce nom-là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Voilà. Aujourd'hui, c'est la rue qui doit parler, et ça me saoule, en fait. En tout cas, toutes mes condoléances à ses amis, à sa famille, plein de force dans cette épreuve, que Bunaimin repose en paix. Je suis sûr que là-haut, il va les faire marrer. Compliqué de changer de sujet quand on a parlé de ça, mais que voulez-vous, c'est le principe des vidéos d'actualité. Donc on va parler du Rassemblement National qui se retrouve encore une fois dans la tourmente. En effet, le siège du parti de Jordan Bardella a été perquisitionné. Cette information qui vient de nous parvenir, la brigade financière mène une perquisition au siège du Rassemblement National, Vincent Ventighem. Oui, exactement, depuis ce matin, et c'est du reste Jordan Bardella, le patron du parti, qui l'a annoncé sur son compte X. Le siège du Rassemblement National fait l'objet d'une perquisition de policiers de la brigade financière sur commission rogatoire de juges d'instruction parisiens. On sait aussi que plusieurs sociétés sont perquisitionnées en ce moment même, et le domicile des dirigeants de ces sociétés sont également perquisitionnés. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une enquête qui est menée depuis plus d'1 an, depuis le 3 juillet 2024, sur les règles du financement politique et notamment des dernières campagnes. On parle de la campagne présidentielle de 2022, la législative de 2022, mais aussi la campagne européenne. En fait, des juges d'instruction enquêtent pour savoir si le Rassemblement national n'a pas contourné les règles du financement électoral en ayant un recours
un peu trop accru, pourrait-on dire, à ce qu'on appelle les prêts de particuliers. Vous savez que dans le cadre du financement politique, on peut donner à un parti politique, c'est plafonné. Chaque particulier peut donner 7 500 € à un parti politique. En revanche, il n'y a pas de plafond si vous prêtez de l'argent à un parti politique, avec évidemment un retour dans les années qui suivent. Or, la justice se demande si le Rassemblement national n'a pas eu un recours trop important à ces prêts de particuliers, avec cette notion un peu compliqué à expliquer, de prêt habituel. Est-ce que quand on est un particulier, on peut prêter de façon habituelle chaque année de l'argent à un parti politique pour financer ses campagnes? C'est la question que se posait le juge d'instruction et c'est dans ce cadre-là que les perquisitions interviennent ce matin. Jordan Bardella le dit dans son message sur le réseau social, tout ce qui a trait aux dernières campagnes électorales est saisi par les enquêteurs de la brigade financière, va faire l'objet d'une analyse pour voir justement si les personnes qui ont prêté de l'argent avaient le droit de le faire à ces montants-là et de façon aussi régulière. Est-ce qu'on considère qu'un prêteur habituel, c'est quand on a prêté 2 fois, 3 fois, 5 fois? Voilà les questions qui se posent aux yeux des enquêteurs et qui vient alourdir un petit peu plus la barque judiciaire dans laquelle se trouve le Rassemblement national depuis quelques mois, voire quelques années. Mais pas de panique, Jordan Bardella a dit qu'il n'avait rien à cacher, rien à se reprocher. Ça va donc être facile à prouver. Ce soir, le Rassemblement national n'a donc plus de secret pour personne puisque des magistrats ont décidé d'aspirer les données du premier parti d'opposition et je crois que ça pose un véritable problème. Est-ce que vous aviez des secrets jusqu'à présent? Mais nous n'avons rien à cacher. Je suis à la tête d'un mouvement politique qui, depuis sa création, est lasérisé, étudié, regardé matin, midi et soir. Donc nous n'avons strictement rien à nous reprocher. Et permettez-moi quand même... 4 millions d'euros de sommes indûment perçues. Non, on parle pas de... Non, pardon monsieur, on parle pas de cette affaire. Bon. Mais on pourra parler si vous voulez de cette affaire, j'ai aucune difficulté. Et permettez-moi quand même de m'étonner de la concomitance de parution de ces différentes affaires. Depuis plusieurs années, les banques françaises refusent d'accorder des prêts au Rassemblement national pour financer ces campagnes électorales. Par conséquent, nous avons été contraints de solliciter les Français qui, par des systèmes de prêts, des Français lambda, honnêtes, des braves gens, prêtent aux élections au Rassemblement national par l'intermédiaire de conventions de prêt. Ce système de prêt, il est légal. Ce qu'on reproche à ces personnes-là est d'avoir prêté à plusieurs reprises au Rassemblement national et de s'être par conséquent soustrait au rôle qui serait celui d'un établissement bancaire. Tout cela est invraisemblable. Je vous le dis très honnêtement, tout cela est invraisemblable. Et si l'objectif de cette procédure était simplement de bénéficier, de regarder les conventions de prêt, alors il suffisait soit de les demander au président du Rassemblement national, soit simplement de se tourner vers la Commission nationale des comptes de campagne qui a fait l'objet de ce signalement. Mais moi je considère que cette procédure, elle avait d'autres buts. Alors Jordan, il doit mûrir un petit peu, hein. Il est à 2 doigts de découvrir le principe des perquisitions, quoi. S'il cherchait des trucs, fallait nous demander, on leur aurait donné. Ouais. Le principe d'une perquisition, c'est que tu vas chercher, fouiller de potentielles preuves que justement tu n'enverrais pas. Bon bref, comme une mauvaise nouvelle n'arrive pas seule, c'est la loi des séries, coup dur pour Marine Le Pen. En effet, Marine Le Pen avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour suspendre sa peine d'inéligibilité, sauf que la Cour a rejeté la demande au motif qu'en tout état de cause, l'existence d'un risque imminent d'atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, ces protocoles n'est pas établi. En fait, Marine Le Pen, elle estimait qu'il y avait urgence au cas où Emmanuel Macron déciderait de dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale. Bien que la Cour européenne s'est prononcée sur ce dossier, elle ne s'est pas prononcée sur le fond du dossier. Elle a juste dit qu'il n'y avait pas un risque d'atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention, et c'est pour ça qu'elle a rejeté la demande de Marine Le Pen. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que les enquêteurs vont trouver, on ne sait pas les répercussions de cette perquisition. Par contre, une chose est sûre, c'est le coup de com' idéal pour le Rassemblement national. Je m'explique. En fait, sur les plateaux, vu que c'est le sujet du moment, les portes sont ouvertes pour tous les députés du Rassemblement national pour venir dire que c'est un complot, que c'est une machination, etc. Alors c'est peut-être le cas, hein, j'en sais rien. Moi je regarde ça d'un œil extérieur, mais ça leur offre la possibilité de parler de plein d'autres sujets et d'avoir une tribune qu'ils n'avaient pas avant cette affaire. Les effets positifs, c'est qu'on parle énormément du Rassemblement national. Les fidèles du parti sont encore plus convaincus que c'est le parti qu'il faut pour la France parce qu'on essaie de les faire taire. Des personnes qui ne sont pas encore des fidèles du parti vont se dire « Attends, si on essaie de faire taire ce parti, de le bâillonner, c'est qu'ils sont dans la vérité. » Et 3, il n'y a pas de petit 3. Alors ce que je vous ai partagé, c'est un feeling, hein.
Rien de sûr, bien évidemment. Alors après, entre vous et moi, je sais pas ce qui a motivé la perquisition du siège du Rassemblement national, mais en vrai de vrai. Si les enquêteurs font la même chose avec les autres partis, est-ce qu'on trouverait pas la même chose? Comme je vous le dis depuis longtemps, ils sont tous pourris. On va passer à un autre sujet avant de revenir sur de la politique. On va parler de la mort de Jeffrey Epstein. La version officielle de sa mort est toujours très controversée. Il y a beaucoup de spéculations autour de ça. Sur la chaîne YouTube Talk 5, Xavier Hofer, criminologue, enseignant et écrivain, a donné des éléments concernant la mort de Jeffrey Epstein. Ah, oui. De même, pour Jeffrey Epstein, un individu, à la demande du frère de Epstein, il avait un frère, donc le frère a trouvé bizarre ce qu'on lui racontait sur la mort de son frangin, et donc il a engagé le médecin légiste le plus célèbre de toute la ville de New York, un homme très connu qui a donné des centaines d'interviews et qui a en gros 20 000 autopsies de gens morts de toutes les façons possibles et imaginables. Ce médecin légiste a affirmé et a signé sous sa signature que les plaies à la gorge que portait Jeffrey Epstein étaient à 90% compatibles avec un étranglement et pratiquement qu'il n'avait jamais vu de sa carrière, avec des milliers de gens étranglés, pendus et tout ce que vous pouvez imaginer, qu'il n'avait jamais vu quelqu'un se pendre avec une corde, une ficelle, n'importe quoi, etc., et avoir de telles plaies à la gorge. En gros, les mort douteuse. masculins ont ce qui s'appelle une pomme d'Adam, et la pomme d'Adam, quand on se pend, elle est simplement, déformée. Et quand il y a un étranglement avec un individu qui vous prend par le cou et qui vous met les pouces à l'intérieur de la gorge pour vous étrangler et vous étouffer, là, il y a une fracture de cet os de la pomme d'Adam, et là, l'os était cassé en 3 morceaux. Voilà. On avait déjà parlé sur la chaîne Mousse du plagiat dans le milieu de l'humour. Peut-être que sur le plateau de BFM TV, on a eu affaire aussi à un petit plagiat de la part d'un politique. Le député européen Raphaël Glucksmann du parti Place Publique a décidé de copier un discours qui marche. Regardez, c'est assez flagrant. La seule exigence qu'on a, c'est la sincérité. Vous êtes d'accord que vous avez une démarche, mais que vous n'avez pas encore un programme. On a bien précisé, c'est pas un programme avec des mesures extrêmement précises et chiffrées. Pourquoi ? Ce qui m'importe, c'est de proposer aujourd'hui un véritable projet pour le pays. Un projet pour le pays, parce que ce qu'il faut, c'est ensuite... Un projet et une vision. Ce qu'on dit, et c'est une vision. Je pense qu'il faut... Produire une vision. C'est un projet et une vision pour le pays. C'est pas ce que vous dites. Non, nous, ce qu'on dit, et c'est une vision. J'ai une vision et un projet. Cette vision-là, on va la décliner en projet. La même vision, le même projet. Nous sommes en train de construire un projet. On se fout des programmes. On l'a précisé dès le début. On a dit, c'est pas un programme, c'est une vision. Ce qui importe, c'est la vision. Qui sera ensuite déclinée en projet. Ce qui importe, c'est le projet. Cette vision et ce projet... Nous n'avons pas la même vision. Aucunement. Ça correspond à cette vision. C'est pas une vision. Quand on présente une vision, on dit quoi? On dit... J'ai une vision. On va pas demander aux gens qui adhèrent à cette vision... La même vision que nous avons dans notre vision. En fait, vous avez aucune idée d'économie sérieuse. Moi, ce que je veux... je veux c'est que le maximum de gens venus d'horizons politiques divers nous rejoignent sur la base de cette vision. Parce que c'est notre projet. Alors c'est pas si étonnant que ça dans le fond, ça arrive très fréquemment que des conseillers en communication travaillent avec différents partis politiques. Avant de passer au dernier sujet chaud, est-ce que l'islamo-gauchisme existe? Déjà, est-ce qu'on peut le définir? On va écouter une séquence signée Daniel Riolo. En fait, il va parler d'un phénomène de société où il y a eu des incidents, il va parler des rodéos urbains et il va proposer des solutions. La séquence a pas mal fait réagir. Sanctions violentes, interpellation, amende, tu payes, t'es pas solvable, c'est pas grave, on prend sur tes aides sociales pendant 10 ans s'il faut. Amende les plus chères possibles. Tu tombes, tu te fais mal, pas de sécu. Pas de sécu. Tu tombes, tu le sais. Si tu le sais à l'avance, tu le feras pas. Tu remets en question tout le système. Non, si tu le sais à l'avance. Il réécrit la Constitution. Tu le sais à l'avance. Si tu fais quelque chose comme ça qui est totalement inconsidéré... Voilà, quelqu'un qui prend le volant, qui est sous et qui se plante tout seul, tu le soignes pas. Ou tu fais payer les soins. S'il se soigne tout seul? Non. S'il est bourré, qui prend le volant et qui se plante tout seul... Ça se discute. Mais au moins, tu vas faire cesser ça très vite.
Si tu sais que si tu te mets dans la merde, tu vas pas être aidé en permanence et tout, t'inquiète pas que tu vas te responsabiliser. Et le mec qui fait ça, pareil, la police, interpellation à l'anglaise. Avec avec le contact. Qui ont le droit de tamponner. Ouais, bah comme font les Anglais. Comme font les Anglais. De toute façon, si tu veux résoudre le problème, pourquoi on est devenu également les champions? T'as pas remarqué, on est les champions du monde de toute la merde, nous. Tout ce qui est merdique, on est champion du monde. Bah, on est également champion du monde de ça, parce que comme le disait l'intervenant dans les GG, il a raison, on a des mecs qui viennent du monde entier pour faire des rodéos urbains chez nous, parce que chez nous, ils risquent rien. Bah, voilà. Ce qui interroge, c'est ceux qui viennent de pays limitrophes pour participer à la c'est fantastique. C'est fantastique. Mais tu demandes aux Français, dans leur grande majorité, ils en ont marre de voir ça. Parce que c'est effectivement gros danger, parce que des faits divers, sur toute une année, t'en as énormément, et qu'à chaque fois, ils sont dramatiques, et que franchement, c'est un truc de malade d'entendre qu'une famille a été décimée parce qu'un enfant s'est fait écraser, ou je ne sais qui dans la famille, juste parce qu'un abruti fini était en train de faire des figures de style sur sa moto. Donc, c'est inadmissible, en fait. Est-ce que l'islamo-gauchisme, ça existe? Alors, tout part de quoi? En déplacement à Versailles, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, affirmait que non, l'université n'était pas gangrénée par l'islamo-gauchisme. Depuis, sur les plateaux, notamment de CNews, c'est le gros débat. Est-ce que l'islamo-gauchisme existe? Et l'islamo-gauchisme, c'est quoi surtout? Dans un premier temps, on va écouter Xavier Laurent Salvador, directeur de l'Observatoire éthique universitaire. Le débat n'est pas lexical, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans le positionnement du ministre, c'est qu'il ne parle pas du contenu de ce que dénote l'islamo-gauchisme. Il dit le mot n'est pas défini, donc ça n'existe pas. Moi, je lui répondrais qu'il n'y a personne qui se réclame du fascisme aujourd'hui, et pourtant le fascisme existe. Personne ne se dit d'extrême droite, et pourtant l'extrême droite existe. Et que donc il y a peut-être un vrai sujet, et que sur ce sujet-là, dans l'université notamment, il faut approfondir la façon dont les choses se positionnent aujourd'hui et comment elles s'articulent entre la façon dont les idéologies se développent dans l'université et comment le politique se construit à partir de ça. Comment vous le vivez-vous, ce fléau de l'islamo-gauchisme dans l'université? Et il faut déjà s'entendre sur ce que désigne très précisément l'islamo-gauchisme. Depuis Pierre-André Taguieff, on a une définition très claire de ce que c'est dans le débat politique. Il faut bien comprendre que l'islamo-gauchisme, c'est la façon qu'ont les gens de gauche en Occident de fantasmer l'islam. Il n'est pas question de dire, par exemple, aujourd'hui, que tous les musulmans seraient de gauche. Ça n'est certainement pas l'idée. Et dans des universités où on a un fort public étudiant islamisé, musulman aujourd'hui, on voit bien que la question de l'islam n'aboutit pas forcément à une pensée socialiste, ni de gauche. Donc c'est une façon qu'ont les gens de gauche de fantasmer l'islam qui les amène à postuler qu'il y aurait des convergences dans les combats idéologiques, la lutte contre le capitalisme, la lutte contre Israël, la lutte contre le décolonialisme, qui permettrait de se positionner dans le débat public sur la question de l'islamo-gauchisme. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est devenu un fourre-tout, l'islamo-gauchisme. C'est dès qu'une personne n'est pas d'accord avec des idées très à droite, on va le catégoriser comme un islamo-gauchiste. Et comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui a animé les débats sur les plateaux, notamment sur le plateau de CNews. En vrai de vrai, il n'y a pas eu 36 chaînes où on a eu ce débat. CNews, évidemment. Idéologie qui n'est pas la nôtre, et aujourd'hui la lâcheté gouvernementale. Mais quel lien entre les frères musulmans et le gauchisme? Je voudrais comprendre. Mais parce que c'est la même, monsieur Zeribi, vous êtes intelligent, non, ne faites pas celui qui comprend pas. Mais arrêtez avec votre valise. Je sais bien que les frères musulmans voyagent dans toute l'Europe. Tout le monde met ce qu'il souhaite à l'intérieur, vous le voyez bien. Mais pas du tout. Alors dites-moi la définition précise. C'est une proposition. Alors ça, je vous donne la mienne, mais je fais pas encore le votre voisine va en donner une autre. C'est la politique, vous avez vu, vous êtes non, c'est pas la politique. Voilà. Quand on traite un concept, il faut qu'il soit clair. C'est très clair. S'il n'est pas clair, c'est qu'il est clair. On crie pas à la haute barre près du Bataclan dans une organisation qui est anti-républicaine. Donc on va dire celui qui fait ça, c'est un islamo-gauchiste. Voilà. Écoutez, moi je crie pas ce genre de propos islamistes devant une salle de concert où on a eu 91 morts. Voilà. Moi je respecte les morts qui sont liés au terrorisme islamique. Les exemples que vous donnez avec l'islamo-gauchisme. Parce que monsieur Zeribi, je vous ai écouté, l'idéologie islamiste arme les terroristes islamistes et derrière on a du sang qui est versé sur nos terrasses. Vous parlez des islamistes depuis tout à l'heure, je vous demande qu'est-ce que ça va à la gauche. Ça veut dire que l'islamisme est relayé par une partie de la gauche. C'est ça que ça veut dire. Mais si vous délirez, je vais répondre comme Madame Obono. Monsieur Zeribi, comme Madame Obono, elle ne qualifie pas le Hamas d'une organisation terroriste. Il y a une collusion entre le gauchisme et vous savez qu'il y a un tas de pays en Europe qui ne les qualifient pas de terroristes. Ah bon? Alors pour autant, qu'est-ce qu'on va dire? Que ce sont des pays islamo-gauchistes.
terroristes non mais combattez les gens sur le terrain de leurs expressions, mais n'utilisez pas le mot valise pour disqualifier les gens qui vous êtes on n'est pas dans la valise RTL, on est dans du sérieux. Vous savez même pas ce qu'on y met dedans. Bien sûr, je sais qu'on y met. J'ai des exemples qui. Je parle de concret. Ça part dans tous les sens. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Non, mais juste pour rappeler vous avez parlé du fait d'interdire les... Et d'ailleurs, le débat est allé plus loin sur le plateau de CNews. À la base, on est sur les universités qui sont gangrénées par l'islamo-gauchisme. Pour Éric Nolot, il y a un autre milieu qui est infesté, gangréné par l'islamo-gauchisme, c'est le milieu médiatico-intellectuel. Non seulement l'islamo-gauchisme existe, mais il dispose d'un parti officiel qui s'appelle la France Insoumise. Non seulement l'islamo-gauchisme existe, mais il a pris le contrôle d'une large part du milieu médiatico-intellectuel. C'est pour ça que je chipote juste un point de votre éditorial. Vous dites l'islamo-gauchisme gangrène la société. En fait, c'est plus grave que ça, parce qu'il gangrène certaines parties bien précises de la société, le milieu médiatico-intellectuel, qui essaye d'imposer au reste de la population des traditions et des valeurs entièrement contraires à la France. Donc c'est beaucoup plus grave que ça. C'est un processus révolutionnaire, en réalité, qui s'empare des esprits et qui ensuite essaie de gagner le reste de la France. Pour le moment, les honnêtes gens, l'islamo-gauchisme, ils le rejettent en bloc. Mais à l'université, dans les médias, il y a un discours d'une complaisance envers ces gens qui sont des ennemis de la France tout à fait sidérant. Et ce monsieur Philippe Baptiste, écoutez, vit dans une dimension parallèle. Peut-être qu'un jour, il va redescendre parmi nous. Nous serons ravis de l'accueillir. Mais pour le moment, il n'est pas avec nous. Alors, D'ailleurs, le terme islamo-gauchisme est tellement fourre-tout que je suis persuadé que des gens sous cette vidéo vont me qualifier d'islamo-gauchiste alors que j'ai absolument rien dit. Alors je respecte toutes les religions, mais je chie abondamment sur les terroristes. Je respecte les engagements politiques des personnes, des gens, mais je chie abondamment aussi sur tous les partis politiques, hein, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, voilà. C'est ma vision des choses. Donc vu qu'on me l'a déjà dit, je préchote un peu le truc. Voilà, ceux qui pensent ça et qui sont convaincus par ça, on est proche de la maladie mentale. Hein. N'hésitez pas à me dire si pour vous l'islamo-gauchisme existe. Et si oui, définissez-le. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale où mardi je vous sortis une vidéo sur Marseille. Une vidéo arrive demain à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.